Relativement sobre, mais ça me va. Donc, alors que maintenant on sait ce qu'il en est, que le père d'Esteban est vivant et que Zarès est Ambrosius, on a nos enfants, hein, accompagnés donc de Chianli, qui reviennent au village du coin. Ils sont accueillis gentiment parce que à peu près tous tous les villages, toutes les villes sont super accueillantes dans tous les endroits de Chine apparemment. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'ils vont dans un coin, tout le monde leur sert à bouffer gratuitement, tout le monde les accueille avec énormément de chaleur, tout le monde dit ah soyez les bienvenus. C'est comme ça que ça marche évidemment. Hein. C'est super. Donc ouais. Alors qu'ils sont bien accueillis, il y a Ambrosius qui fait sa réapparition devant eux, tout innocent, en disant j'avais peur pour vous, je vous ai cherché mais je vous ai pas trouvé, en donnant absolument aucune explication à nouveau sur comment il a réussi à s'en sortir l'épisode précédent. Oui, je me pose toujours la question, comment il a fait pour se tirer de là. Je cherche une réponse, on m'en donnera pas. Ok, si vous voulez. Et donc, ouais, un truc qui me fait un peu marrer par rapport à ça, c'est que, donc, à la fin de l'épisode précédent, on le voit mettre son costume de Zarès de façon dramatique, pour qu'en fait il l'enlève juste après pour revenir voir les enfants. Donc il a juste fait ça pour la révélation pour les spectateurs, mais sinon ça servait absolument à rien. Hein. Son exosquelette suffisait là amplement, hein. Il n'y avait pas besoin du détail de oh je suis Arès, vous voyez les spectateurs, il n'y avait pas besoin de ça, non. Mais il l'a fait pour le style, hein, dirait-on. Et donc, il y a une petite explication rapide avec Xianli, parce que lui, il est assez soupçonneux d'Ambrosius qui lui a balancé une fiole à la gueule, qui a, semble-t-il, provoqué ce qui a failli les tuer. Alors, ils ont pas été super clairs sur comment ça s'est déroulé précisément, ça. Ça, c'est un truc. C'est pas la première fois que ça arrive dans cette saison 2, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent. Ça s'est goupillé de façon à ce que la personne s'en sorte et ne va pas montrer les détails de comment ça marche. C'est trop compliqué pour nous. Donc en gros, la potion d'Ambrosius l'a fait sursauter parce que ça a provoqué une petite explosion. Et il a réussi à s'en sortir parce que il a réussi à s'en sortir. Mais il a réussi à s'en sortir de façon à ce que on puisse croire qu'il est mort pendant un temps. Donc je sais pas, il est tombé et il s'est accroché à une falaise ou quoi que ce soit. Il a mis un certain temps pour remonter avec ses bras, j'en sais rien. J'essaie de le trouver, ils le disent pas. Et c'est pas la première fois, c'est un petit défaut de cette saison 2, hein, qui sera très certainement présent dans la saison 3, vu comme c'est parti. Mais bon, Ambrosius essaye de trouver des excuses comme quoi il a essayé de l'aider pour éclairer son chemin, mais il a du mal à gérer ses dosages. Toutes mes excuses, monsieur. Donc, Xianli l'y croit à moitié. Hein. Donc, il y a une petite fête pour leur retour. Voilà, une fête pour avoir découvert une cité d'or juste avant de la faire s'effondrer en l'espace d'une petite heure. Hein. C'est même pas quoi, 20 minutes quoi. Il la découvre 20 minutes la cité, elle s'effondre. Waouh! Si on fêtait ça les gars! Wouh! Et donc ouais, ils le vivent plutôt bien. Ok. Et donc c'est à ce moment-là que nos trois larrons, Mendoza et les deux Pecno approchent. Mendoza dit qu'il va s'infiltrer un petit peu pour parler seul à seul avec Esteban, ce qu'il fait. Donc il lui dit que son père est vivant, donc c'est pas un secret qu'il va garder finalement. Ok, son père est vivant. Esteban réagit genre oh en fait t'as raison, c'est toi le traître, pourquoi tu m'as pas dit ça depuis le début, blablabla. Et on va dire que c'est sous le coup de l'émotion, hein, puisque ça se rattrape assez vite. En fait, c'est pas qu'il est particulièrement mourant le père d'Esteban, mais c'est que à cause de ce qui lui est arrivé, il serait contagieux. Donc on peut pas le toucher, apparemment une connerie comme ça, je sais pas trop. Et donc en utilisant la pyramide de Mu qu'il a chopée, il pourrait trouver un remède à sa condition. Et voilà, c'est ça, la raison sur pourquoi il voulait la pyramide de Mu. Mais c'est un truc, pourquoi tu pouvais pas prévenir tout le monde de ça? En fait, il y a quelque chose de tout bête que tu aurais pu faire, vieux. Enfin, j'en sais rien, à moins que tu saches que Zarès et Ambrosius sont la même personne. T'aurais pas juste pu leur demander
Bonjour, excusez-moi, je suis le père d'Esteban. Salut fiston, je suis super content de te revoir. Je suis un peu malade. J'aurais besoin de votre pyramide de Mu pour m'aider. Après, je vous la rends, hein, monsieur Ambrosius. Ah, ok. Je veux dire, même s'il est méchant, Ambrosius, je pense que ça. Il n'oserait pas dire non pour se faire bien voir par les enfants, donc. C'est de la connerie, hein, maintenant que j'y pense. Hein. C'est un peu de la connerie, à sa façon de réagir. Mais bon, on va avoir une excuse pourrie à ça. Vraiment pourrie. Un peu plus tard, quoi qu'il en soit. Mendoza amène Esteban voir son père. Ils sont suivis pas longtemps après par les autres parce que les deux blaireaux avaient trop faim et donc ils sont rendus dans le village, ils ont fait les cons, ils sont fait remarquer, ils ont lâché l'information à Zia et Tao, blabla, voilà. Ouh, hein, faut bien les montrer être cons jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, il y a un moment où Mendoza avait genre prévu qu'il serait con, il dit ok, c'est vous les gars, hein, on fait avec. J'ai envie de me suicider. Donc ouais, ça m'énerve d'avoir des personnages aussi affligeants et que on le fait avec. Bref, Esteban est réuni avec son père, c'est un moment plutôt touchant en termes d'émotion, je ne le nie pas. Et donc c'est là qu'il dit qu'il l'a pas vu parce qu'il était contagieux. Sachant que par contagieux, apparemment, il peut juste pas toucher quelqu'un. D'ailleurs, comment il le sait qu'il est contagieux? Enfin bref, c'est pas grave ça. Mais aussi, l'autre raison qu'il a dit, c'est il a dit trait pour trait, mot pour mot ce que je vais dire là. Tu es l'élu, mon fils. Mot pour mot, il a dit ça. Et donc, c'est l'excuse pour lui, pour ne pas interférer dans ses affaires. C'est à lui, l'élu, de tout découvrir de lui-même. Hein, et de lui-même, je veux dire, accompagné par Mendoza, les deux blaireaux, et même quelqu'un d'autre qui puisse l'aider, comme Ambrosius, ou certains personnages de passage qui lui ont apporté leur aide. Ça te dérange pas, ça. Tu te dis, ok, ça va, mais moi, son père, je veux pas participer activement, il faut que je les observe. Raison débile, raison débile. C'est une façon complètement foireuse de justifier le fait que son père n'a pas été aussi proactif dans le voyage d'Esteban, juste parce que tu es l'élu, tout ça. Vous savez quoi, je préfère encore l'excuse du je suis mourant, parce que au moins, il y a un début de logique. Là, c'est juste n'importe quoi pour moi. N'importe quoi. Enfin bref, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils vont être interrompus par Zarès. Cela étant, il se passe un petit truc avant avec Zarès Ambrosius. Ambrosius a capté la petite conversation entre Mendoza et Esteban et donc il se prépare à aller les rencontrer en tant que Zarès. Et c'est là qu'il est suivi par Xian Li, qui le surprend dans sa nef habillé en Zarès. Et genre, Zarès avait prévu le coup, en fait. C'était, vous cherchiez un traître, me voilà. Et la question que je pose à Xian Li, c'est pourquoi tu vas tout seul? T'es pas un petit peu con? Mais bon, je dis ouais, je vais vous empêcher de nuire pour le bien des enfants. Et il fait un assez bon combat pour le peu de temps que ça dure. Mais bon, il finit par se faire avoir par une potion que Zarès lui lance, une potion qu'on a déjà vue avant, une potion qui endort. Je rappelle quand même que dans l'épisode 6, me semble-t-il, on avait eu droit à le même genre de choses avec les deux Pecno qui renversaient une de ces potions dans la nef qui était fermée, comme elle est fermée là. Et ça a rempli toute la pièce. C'était un grand suspense narratif dans l'épisode. Mais là, non. Là, c'est juste, il balance sa potion, et c'est juste un peu de fumée près d'une seule personne. Et puis voilà, ça s'évapore bien sans qu'il y ait besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Hein, continuité, hein. J'imagine qu'il a largement diminué le dosage, peut-être, je ne sais pas. Je trouve ça un peu foireux hein, quand on y pense, quand on fait gaffe un petit peu à tout ce qui s'est passé. Enfin bref, il l'a endormi et il le laisse endormi dans le coin en disant oh, je m'occuperai des enfants, rassure-toi. Et c'est complètement con, Ambrosius, qu'est-ce que tu fous? Il y aurait peut-être moyen qu'il se réveille et qu'il prévienne les enfants. Et si encore t'étais en mode j'en ai plus rien à foutre de cacher mon identité, c'est clairement pas le cas, comme on le verra. Donc j'ai pas compris, pourquoi tu l'as pas tué directement? Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui te répugne particulièrement, ça, j'ai pas compris ce délire.
Et en fait, je vais dire un truc que j'ai déjà dit un peu avant. Le personnage de Xian Li n'apporte absolument que dalle. Il n'y a pas besoin d'une prophétie qui dit oh, il existerait un traître pour en fait que ça apporte que ça, pour qu'en fait il n'y ait que Xian Li qui y pense vraiment activement. Après, les autres personnages, ils se disent ok. Alors, ils faisaient déjà pas confiance à Mendoza avant, qu'est-ce que ça change qu'on leur dise ah, il y a un traître qui dit ah, le traître doit être Mendoza. Bah non, ils avaient déjà une idée un peu, une opinion un petit peu défavorable de Mendoza avant. Donc ça change rien, ça. Ça change absolument rien de dire qu'il existerait un traître par rapport à ça. Alors je sais pas, peut-être qu'ils vont essayer de jouer là-dessus, mais vraiment, toute la prophétie, l'histoire de traître, tout ça, et la participation de Xian Li, je trouve ça totalement 100% superflu. Vraiment. On aurait pu le virer sans problème de l'histoire, que ça aurait gagné en rythme, une fois de plus. Et ouais, cette saison 2 est maître dans l'art d'amener des éléments superflus, faut dire ce qui est. Et c'était un élément superflu de plus. Enfin bref, après ça donc, Ambrosius, sous les traits de Zarès, s'attaque un peu à tout le monde alors que Esteban est réuni avec son père. Et donc voilà, c'est assez badass, même si ça n'a pas trop le temps de briller, puisqu'il reste plus beaucoup de temps, mais il y a de la bonne action, et un peu de suspense. Et au bout d'un moment, il finit par prendre le contrôle du vaisseau du père d'Esteban, parce que oui, il a repris un vaisseau Mu, ou Olmec, je sais pas si... Je sais pas trop, mais ouais, apparemment c'est un vaisseau Mu, d'après ce que dit Tao. Je sais pas d'où ça sort cette connerie, mais il a trouvé un vaisseau Mu quelque part, il a pris le contrôle. Et donc, ouais, il parvient à prendre le père d'Esteban en otage. On dit son nom à un moment donné, c'est Athanaos, il me semble. Donc voilà, le père d'Esteban s'appelle Athanaos. Il faudra que je me rappelle pour la suite. Donc, Zarès prend Athanaos en otage et il force Esteban et compagnie à poursuivre leurs recherches en disant qu'il sera toujours là pour les surveiller. Poursuivez, continuez de visiter les cités d'or. Donc, ouais, apparemment, il a besoin de ce qu'il y a dans les autres cités d'or. C'est un peu ça qui casse davantage le problème que j'avais avec Ambrosius dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que il y avait un côté pas très subtil à sa façon de se comporter, mais c'était pas non plus totalement ennuyeux par rapport au fait que si on part du principe qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut, il n'en a plus rien à foutre de ce qu'on pense de lui. Donc il se laisse un petit peu aller, il se lâche, donc ok. Mais si en fait il a besoin de tout ce qu'il y a dans les autres cités d'or, pourquoi il s'est comporté de façon aussi ouvertement suspicieuse? C'était pas très intelligent de sa part, mais Ambrosius se comporte de façon un peu limite. Et je trouve qu'il a un peu de chance que tout se goupille de façon à ce que ça l'arrange bien. En fait, parce que voilà, maintenant il détient le père d'Esteban, Athanaos. Il le tient confiné dans les recoins de sa nef, à un endroit où personne ne pourra le voir ni l'entendre, j'imagine. Et il continue le chemin avec notre groupe, sans qu'on le soupçonne trop. Tandis que Xian Li, dans son coin, se dit oh, je ne pourrais pas vous aider, alors que je sais pas. Apparemment, il s'est réveillé juste un peu trop tard pour ça. Il se serait réveillé genre 30 minutes plus tôt, il aurait pu les prévenir avant qu'ils partent, je sais pas. Vous voyez, ça se goupille un peu trop facilement pour lui, je trouve. Mais voilà, ça se termine sur le fait que les enfants et Mendoza et compagnie, semble-t-il, ne savent pas que Zarès est en fait Ambrosius. Alors que Mendoza a agi de façon assez suspicieuse envers Ambrosius, et c'est pour ça qu'il a essayé de lui piquer sa pyramide de Mu en douce. Donc ouais, c'est un peu bizarre pour moi. C'est un petit peu bizarre pour moi, cette façon un peu facile et forcée de mettre en scène le fait qu'Ambrosius garde sa couverture. Et c'est un peu dommage parce que
j'apprécie cette conclusion de deuxième saison sur le principe. Vraiment, j'apprécie le fait qu'il part pas directement sur totale révélation. Tout le monde sait qui est Ambrosius. Limite, ils auraient pu le mettre hors d'état de nuire tout de suite. Non, Ambrosius, ça va être le grand méchant qui va rester là, si ça se trouve, jusqu'à la fin de la saison 4. C'est pas impossible. Donc c'est cool ça, de montrer que on révèle pas tout de suite. Genre on révèle qui est le personnage, mais les personnages ne le savent pas tout de suite. Ça pourrait créer une situation un peu plus tendue par rapport à ça, où j'espère qu'Ambrosius se comportera de façon similaire à ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire que j'espère qu'il ne se comportera pas de façon plus douteuse qu'avant, maintenant que nous, les spectateurs, on sait que c'est Zarès. J'espère qu'ils vont essayer d'être un peu... d'être un peu cohérent avec ça et de pas forcer le trait. Il est suspect ce type, à chaque fois qu'il interagira avec nos personnages. J'espère que non. J'apprécie sincèrement le fait qu'il garde sa couverture et que pour l'instant il n'y a que peu de personnes qui savent qui il est réellement et que nos héros sont encore assez dans l'ombre à ce niveau-là. J'aime beaucoup ce principe-là. Même si ça aurait clairement pu être mieux mis en scène que ça, c'est évident. Mais bon, la mise en scène dans cette saison, c'est pas sensationnel. Et donc ça se termine avec nos personnages qui partent destination le Japon parce qu'ils partent direct du principe que la carte qu'ils ont trouvée sur le mec congelé est forcément une carte des différentes cités d'or et donc la plus proche c'est celle du Japon. Il y a un coup de bol quand même. C'est un putain de coup de bol cet Olmec, hein. Genre, il tombe dessus totalement par hasard et comme par hasard il a une carte de toutes les cités d'or. Et donc il y a plus d'ordre précis apparemment à ce moment-là, je sais pas. On peut les visiter dans l'ordre qu'on veut. C'est quand même vachement facile, quoi. C'était amené de façon beaucoup plus intelligente et raisonnée que ça dans la première saison, ça c'est évident. Mais voilà, donc ils partent tous direction le Japon, vers de nouvelles aventures. Et je sais pas trop, est-ce qu'ils vont essayer d'accélérer le mouvement et de pas faire une cité d'or par saison? Soit ils vont partir sur quelque chose qui sera pas totalement conclusif, et donc ce serait un peu ennuyeux personnellement. On verra bien ce qui va se passer, mais donc prochaine étape, le Japon. Alors donc on va pas trop quitter l'Asie pour l'instant. Cet épisode souffre de pas mal de grossièreté dans les décisions de personnages. C'est évident que ce soit le père d'Esteban, que ce soit Xianli. Et donc ouais, la mise en scène est très à revoir à ce niveau-là et ça gâche un petit peu le plaisir. Mais ça part vers des voies que j'apprécie bien sur la fin. Qui sont intéressantes et donc c'est pour ça que j'arrive à l'apprécier un petit peu. C'est cool de voir qu'ils pensent directement à la saison suivante et qu'ils n'essayent pas de terminer sur une espèce de pseudo-conclusion qui pourrait vaguement être acceptable et qui serait au final plutôt frustrante si on fait une suite directe après ça. Ils se disent ok, on a prévu une saison 3, on part sur une situation qui reste très ouverte où il y a beaucoup de choses qui sont encore à régler. C'est très cool par rapport à ça. Et ouais, c'est pas sensationnel à nouveau parce qu'il y a beaucoup de grossièreté, mais ça allait. Voilà, c'est au même niveau que la saison en règle générale. L'action était cool, enfin pas mal de petits trucs sympathiques. Quoi qu'il en soit, cette saison 2 était clairement pas du même niveau que la saison 1. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise saison. Honnêtement, c'est loin de mériter d'être qualifié d'être mauvais. J'ai vu des mauvaises saisons de séries. C'est pas mauvais. On sent qu'il y a quand même un effort qui est mis là-dedans. Une fois qu'on s'habitue au cel shading, qui j'avoue est un peu ennuyeux, ça passe tout à fait correctement. Et ouais, on a des personnages qui sont un peu étoffés, qui sont un peu développés. On prend la peine de mettre en place vraiment une intrigue globale où il y a énormément de choses qui évoluent, même s'il y a plusieurs moments où on crée, c'est évident, du remplissage qui peut être un peu lourdeau sur le long terme. Il y a un vrai effort de fait dans cette saison 2. C'est pas des mecs qui voulaient bêtement exploiter quelque chose qui était célèbre avant, comme on a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, que ce soit avec des reboots et autre chose de ce genre-là. Non, c'est... Par contre, faut dire ce qui est, oui, ça a une ambiance beaucoup plus infantile que la saison 1, et c'est très bizarre
de vouloir partir là-dessus, de respecter aussi peu l'ambiance plus mature de la saison 1. Quand on fait une suite directe, c'est une suite directe, ça en appelle clairement à ceux qui ont suivi la saison 1. De base, j'ai énormément de mal à comprendre comment on pourrait arriver à tout bien suivre si on n'a pas vu la saison 1. Parce qu'il y a beaucoup de références à la saison 1, c'est normal. Donc oui, les deux gros soucis de cette saison 2, ce sont les remplissages inutiles et lourdingues, et le côté très infantilisé de pas mal de choses, que ce soit l'importance complètement superflue qu'on donne à certains personnages qu'avant, comme Sancho et Pedro, et même Pichou, que ce soit dans les épisodes en eux-mêmes que dans les documentaires de fin. Parce que les documentaires de fin sont sympathiques, hein. Vraiment, si, par rapport à ce que ça veut dire, mais il y a Pichou qui n'arrête pas d'intervenir pour infantiliser ça, et c'est chiant. C'est chiant. On suit un documentaire très sympathique, qui nous apprend des petites choses, c'est cool, et puis tout d'un coup, il y a Pichou qui va faire ses commentaires de merde. C'est gavant, voilà, c'est gavant, et c'est un peu le ressenti de la série, c'est-à-dire que c'est pas mal, vraiment pas mal. Il y a une histoire qui est tout à fait sympathique, il y a de bonnes idées, sincèrement, l'action est cool, on crée du bon suspense, des fois du suspense super artificiel, mais il y a de la bonne tension, on sent qu'il y a un effort clairement perceptible là-dedans, mais on tient absolument à créer ce ton infantile, forcé, au fur et à mesure de toute la saison et qui rabaisse de façon drastique le niveau de cette saison et qui fait que ça va pas plus loin que correct. Et je reconnais que c'est assez frustrant quand on est fan de la saison 1. J'aime beaucoup la saison 1, je pourrais pas dire que je suis un fan assidu des Mystérieuses Cités d'Or, la série de 82, parce que bon, j'ai découvert très très tardivement, très récemment, mais aussi parce qu'il y avait quand même plusieurs points qui me gênaient un petit peu. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une des plus grandes séries de tous les temps non plus. Mais oui, je comprends aisément la frustration des fans de la saison 1 en voyant cette saison 2, hein, parce que il y a vraiment de quoi être frustré si on est fan de la saison 1. Mais ça reste suffisamment correctement fait la majorité du temps pour que ce soit tout à fait louable, hein, pas grandement, mais à peu près louable. Quoi qu'il en soit, ce n'est que la première partie de cette nouvelle approche. On va voir s'ils se sont améliorés dans la saison 3, c'est tout ce que j'espère. À très bientôt, au revoir.